Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous pour ce rendez-vous jusqu'à 16h30. Aujourd'hui, mon invité est comédien et homme aux multiples facettes et actions. Il se fait rare dans les médias et je suis honorée qu'il ait accepté de venir nous parler du grand retour d'Alex Hugo, dont il joue le rôle principal sur France 3 avec deux nouveaux inédits ce soir et mardi prochain. Acteur français, sans oublier d'être un homme de cœur. Il a notamment écrit un livre autobiographique qui s'intitule « Un bonheur que je ne souhaite à personne » et c'est une joie pour nous aujourd'hui de recevoir Samuel Le Bihan en direct sur Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour. Alors je rectifie, c'est pas un livre autobiographique, mais un petit peu quand même. Et on va en parler dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec une folle envie de vous découvrir aujourd'hui parce que je trouve que vous êtes un acteur français qui se fait rare. C'est mon avis du moins. Rare dans la presse, rare au cinéma, rare dans votre humanité affichée, rare en tout cas, voilà, à mon sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je sais pas. En tout cas, j'essaye d'être honnête dans ce que je fais et de le faire avec le plus de cœur possible, oui. Alors, au cinéma, on vous voit moins qu'avant. Est-ce que c'est parce que vous choisissez avec une extrême précaution vos rôles, vos sujets ? C'est vrai que la télé m'a fait une place de choix, oui. Puisque j'ai quand même des très beaux sujets à défendre. Ne serait-ce que cette série Alex Hugo, où je peux vivre des aventures très fortes dans un endroit, dans un décor incroyable. Je suis assez gâté par la télé. Et là, j'ai refait un film de cinéma avec Cécile Tellerman, dans lequel j'ai joué avec qui s'appelle Mon chat, dans lequel j'ai joué avec Zabou Bretman et Pascal Elbé. C'est une comédie, c'était vraiment super à tourner, qui sortira, voilà, je ne sais pas quand, parce qu'aujourd'hui il y a trop de films à cause de la pandémie, il y a trop de films qui arrivent. C'est en décalé, on va dire que les films sont décalés. Alors on va parler tout ça, mais d'abord on va commencer par le début, pour vous effeuiller. Vous êtes né le 2 novembre 1965 à Avranches, dans la Manche. Vous avez grandi à quelques kilomètres, toujours dans le nord-ouest, à Plougastel-Daoulas, en Bretagne, dans un milieu modeste. Jeune, vous imaginez devenir artiste peintre, mais au contact d'un professeur de français, vous sentez naître en vous le désir de devenir comédien, chose que vous faites, puisqu'en accompagnant des amis au cours Florent, certainement pas par hasard, vous confirmez ce coup de foudre pour la scène qui ne vous a jamais quitté. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Je rêvais de devenir peintre. Alors c'est assez solitaire le dessin. Et tout d'un coup, cette envie d'être en groupe, d'être à plusieurs, de vivre des choses sur scène et de les vivre en équipe, ça m'a complètement fasciné. Et j'ai eu une envie folle de faire ça. Je savais même pas qu'il y avait des cours d'acteurs, que ça existait, que ça s'apprenait. Et j'ai trouvé ça dingue. Donc voilà, ça a été un vrai coup de cœur et j'ai tout lâché pour ne faire que ça. Eh bien, la scène vous a épousé aussi, mais aussi surprenant que ça puisse paraître. Vous êtes avant tout un homme de théâtre et on ne s'attend pas forcément à ce parcours qui est très classique puisque vous démarrez votre carrière par une formation donc théâtrale où vous avez interprété au départ des textes de Corneille, Racine, Feydeau ou encore Hugo. Et on va en parler dans un instant d'un autre Hugo qui ponctue votre vie depuis 6 saisons sur France 3. Mais vous incarnez quand même un certain sex appeal, plus libre. Je vous aurais pensé autodidacte. C'est marrant. Oui, en fait, c'était gratuit, les écoles, le conservatoire, la rue Blanche, tout ça. Donc, j'ai tenté le concours. Ça n'a pas marché du premier coup, mais finalement, je suis rentré. J'avais même une bourse d'études. Et par contre, c'était du théâtre classique. Donc, le théâtre classique, j'ai trouvé ça, très formateur. C'était un défi. Et puis, ça m'a amené à la Comédie Française, où j'ai joué les grands textes dans cette troupe prestigieuse. Et donc, pendant 10 ans, j'ai fait du théâtre classique, ouais. Vous avez aussi joué Stanley Kowalski dans la pièce Un tramway nommé Désir. Vous avez joué Inconnu à cette adresse de Chessman Taylor. On avait Michel Boujna il y a quelques jours à votre place qu'il a aussi joué. Ouais. Beaucoup de pièces ensuite. Et nous allons venir alors à la télévision avec Alex Hugo. Mais est-ce que le théâtre vous manque encore aujourd'hui ? Parce que je crois que depuis 2017, vous n'êtes plus sur scène. C'est vrai. Si je dis pas de bêtises. Ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué au théâtre. J'ai envie d'autre chose là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de quoi ? J'ai envie d'être créatif en télé. Je propose des histoires et j'ai envie d'histoires dans lesquelles je serai un peu initiateur du contenu, et mettre ensemble
des scénaristes, des réalisateurs, pour jouer des rôles qui me tiennent à cœur sur des sujets que j'ai envie de traiter. Alors évidemment, j'ai un petit peu traité le problème de l'autisme, mais c'est aussi une façon de parler de l'exclusion, de parler de la différence, de parler de notre société, comment il y a une espèce de culture de l'élitisme qui met tout le monde un petit peu en compétition et donc c'est intéressant de se poser les questions sur quelle société on veut, comment on a envie que tout ça évolue, est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble ou alors de laisser les meilleurs devant, donc l'idée oui c'est pas de rester à côté et donc ça parle de ça en fait sous l'angle du handicap. Je parle surtout de l'inclusion et de la façon dont on peut apprendre à vivre ensemble, en fait. Apprendre de la différence des autres, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est profondément de la différence. Est-ce que ce sujet vous touche parce que c'est une histoire personnelle que vous avez écrit aussi dans Un bonheur que je ne souhaite à personne? C'est un roman qui est sorti en 2018 aux éditions Flammarion. Un roman, l'histoire d'une mère qui se bat pour son enfant handicapé. Est-ce que finalement cette mère, c'est un petit peu vous, puisque vous connaissez cela à titre personnel? Oui, absolument. Donc, alors, je voulais pas parler de moi. J'avais pas envie de faire une autobiographie. J'avais envie de raconter une fiction, de raconter un combat de femmes. J'ai été surpris de la façon dont j'ai rencontré des mères qui se transforment en guerrières. C'était émouvant et inspirant de leçons aussi, de voir à quel point ces femmes qui n'étaient pas destinées à affronter autant de choses et qui les font avec la tête haute. Et puis, oui, j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire que ma fille donc est touchée par ce syndrome de l'autisme. Et je me suis retrouvé avec la garde de ma fille, donc elle avait 5 ans et je l'élève tout seul, toujours aujourd'hui. On est extrêmement heureux, on a développé énormément de bonheur. Non, pas fusionnel, parce que j'ai pas envie que ça devienne exclusif. Au contraire, je la tourne vers la vive, et elle s'ouvre, elle a fait des progrès mais énormes, insensés, grâce aux méthodes comportementalistes, grâce à voilà, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup progressé aujourd'hui, mais c'est vrai que moi j'ai aussi un bon réseau, je connais des gens. Et ça nous a peut-être aidé, ça a permis de la prendre en charge assez vite, assez tôt. Et puis j'ai appris aussi à appliquer ces méthodes. Donc voilà, j'essaye en tout cas d'être un bon père là-dessus. Mais c'est une aventure humaine aussi, c'est extrêmement intéressant. Moi, ça a été extrêmement riche pour moi parce que ça m'a mis mon courage à l'épreuve aussi. Et puis, ça m'a demandé aussi une réflexion sur ce que c'est l'amour, la vie, le destin, les responsabilités, l'organisation, enfin tout un tas de choses qui étaient assez éloignées. Et puis j'ai revu un petit peu toutes mes valeurs et je pense que ça a tiré de moi ce qu'il y avait de plus intéressant. Oui, ça remet en question, ça nous met face à soi-même avec les difficultés de la vie. Vous parlez de la façon dont vous éduquez votre fille. Dans ce que vous venez d'évoquer, il y a forcément quelque chose que j'entends qui est l'inclusion, quelque part. C'est un sujet dont on parle beaucoup politiquement, notamment avec Éric Zemmour qui parle de ça. Oui. Est-ce que ça résonne chez vous? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Et est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez? Beaucoup de questions. Non, mais je trouve qu'il faut lui répondre sur 3 plans. C'est-à-dire et vraiment de façon très synthétique, il y a le plan médical. On sait aujourd'hui que de mettre des enfants autistes avec des personnes qu'on dit typiques, c'est le terme qui est employé, les font progresser énormément. Donc on sait que les autistes vont progresser au contact des personnes typiques, mais que les personnes qui ont la chance de ne pas être touchées par ce syndrome vont aussi apprendre énormément. Donc on sait que dans les classes, ça crée aussi ça stimule aussi, ça éveille énormément de sentiments de solidarité et d'humanité, bien sûr. C'est des valeurs qu'il faut apprendre aussi et l'école peut nous aider à ça. Ensuite, sur le plan économique, par exemple, on sait que quelqu'un qui va pouvoir évoluer va gagner en autonomie, et l'autonomie, ce sera une charge en moins pour la société, parce que si on le met dans un endroit spécialisé, il va être médicalisé. Médicalisé veut dire que il perd en autonomie, donc il va passer sa vie dans des structures qui coûtent extrêmement cher, dont il va falloir s'en occuper le jour, la nuit, il n'aura pas pu évoluer et la facture, l'arrivée est très lourde. Alors que aujourd'hui, si on investit un petit peu sur des AVS, des accompagnants de vie scolaire, qui vont l'aider à évoluer, il va pouvoir développer des compétences, gagner en autonomie,
trouver un travail, parce que déjà, si le travail on le fait dès l'école, on va pouvoir le faire aussi au niveau des entreprises. C'est-à-dire, c'est une mentalité, c'est une façon de penser qu'on modélise. Et puis ensuite, il y a sur le plan moral, quel type de société on veut, ce que je disais. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une société de l'élite? Alors, on met ensemble les meilleurs, et puis les vieux, les malades, les handicapés, les différents. Alors, eux, on les parque dans des endroits, on les cache, parce que c'est gênant. Et dans le fond, la société fonctionne pas comme ça, parce qu'on voit bien, avant, toutes les familles étaient mélangées. Il y avait les anciens, les jeunes, la fratrie extrêmement différente, avec des fois des handicaps aussi au sein de la fratrie. Et tout le monde évoluait avec une autre conscience de la vie. C'était beaucoup plus intéressant, et c'est, je crois, plus formateur aussi sur l'accès au bonheur. Et puis, vous savez, il y a aussi une chose dont on parle pas, c'est la façon dont ça peut... vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont pas franchement... ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Les gens qu'on dit les 10, aujourd'hui, dyscalculie, dysorthographie, dyslexique. Moi, je suis dyslexique. Et vous savez, à l'école, des fois, on se sent un peu largué, on comprend pas, on n'arrive pas à suivre le groupe, et on sait pas pourquoi. Et en fait, le fait qu'il y ait aussi un enfant handicapé au sein d'une classe permet aussi de mieux détecter les petites différences aussi. Ces différences qui sont pas affichées comme un handicap, mais qui vous handicapent dans la vie parce que vous êtes beaucoup plus fragile sur certains sujets. Ça permet aussi de mieux les détecter, mieux les accepter. On accepte mieux la différence, et donc ces personnes trouvent aussi mieux leur place dans la classe. Ils peuvent mieux identifier aussi leurs problématiques. Donc c'est bénéfique à tout le monde. Vous parlez de sujets forts, et alors forcément, moi j'ai vu le prochain épisode d'Alex Hugo, où dans cette série il y a des sujets forts. J'imagine que c'est pour ça que vous avez accepté cette série. J'aime bien cette série pour ça. Alors on aborde plein de sujets, mais il y a toujours cette notion. Est-ce qu'on peut parler du sujet qui est dans le prochain épisode? Ce soir, seul au monde sur l'épisode de ce soir qui s'appelle ça. Non, on a le droit d'en parler, parce que c'est une personne qui est transgenre et qui a été qui n'a pas été acceptée par sa famille, qui a été refoulée, qui exclut, et qui va devoir se débrouiller toute seule. C'est un sujet. C'est encore, on aborde le sujet de la différence. Exactement. Et d'une autre façon, mais ce sont des sujets qui me touchent. Et donc ça donne, alors plus une enquête policière évidemment, puisqu'on est dans Alex Hugo, que c'est un flic, projeté dans la montagne aussi, alors avec beaucoup de Marseille là. Donc on va être sur la solitude de ce personnage, sa culpabilité, sa douleur. Et abordons des sujets un peu sociaux. C'est la richesse de cette série, c'est qu'on va sur des sujets très, très divers. On va plutôt écouter la bande-annonce, si vous voulez bien, sur Radio J. Inédit, ce soir sur France 3, quand Alex Hugo s'éloigne de ses montagnes... on n'est pas là pour rigoler, là. Ça n'est pas pour la randonnée. On enquête sur un meurtre. Mais à Marseille, comme en altitude... Tu veux qu'on comprenne avec moi maintenant, mieux vaut savoir où on met les pieds. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux buter un flic? Il va pas bien, mais vraiment, pas bien du tout. Inédit. Alex Hugo sort de sa zone de confort ce soir à 21h10 sur France 3. Alors c'est très bien dit, c'est ce soir à 21h10 sur France 3. Vous serez donc dans cette série Alex Hugo, le flic des montagnes, qui était sur France 2, puis désormais sur France 3, et qui connaît un très beau succès avec plus de 5 millions de fans. Je vais pas vous demander cette question basique, comment vous expliquez ce succès, parce que on vient de le dire, des sujets très attachants, des sujets inclusifs, des sujets de société qui font que vous aimez cette série et que le public vous le rend. Est-ce que c'est un rôle, cependant, qui vous colle à la peau, Samuel Le Bihan? Il y a beaucoup de moi dans ce personnage, et puis je le trouve très inspirant aussi. Il a un sens de la justice, un sens de la liberté, une contemplation aussi de l'environnement. Il y a des notions et des valeurs dans cette série qui me touchent énormément, qui se confondent aussi avec ce que je suis, y compris même le dessin. Ce personnage s'exprime, en tout cas ordonne ses pensées à travers le dessin. Moi qui voulais être peintre, dessinateur, je retrouve aussi même presque de l'ADN de ce que je suis, mais aussi, il y a surtout un personnage très important, c'est la montagne. Très, très important, puisque c'est à la fois un lieu d'évasion, de liberté, d'aventure, et en l'occurrence, sur le personnage, ça l'apaise, ça le soigne. C'est là où il arrive à mettre un mot sur ses douleurs, et il peut les calmer.
Mais on va découvrir ce soir, oui, qu'il a beaucoup de culpabilité. Il a beaucoup de culpabilité, il a un problème avec l'engagement, il a un problème entre guillemets de fond, une faille, un mystère qu'on retrouve un peu plus à chaque épisode. Est-ce que en ça aussi il y a de vous, Samuel Le Bihan? Non, je suis pas aussi sombre que ce personnage. Je demande. Non, et puis il a une aspiration à la solitude qui est beaucoup plus forte. Moi, j'aime bien être seul, mais comme ça, pas plus. Voilà, le temps de travailler, le temps de pouvoir faire des choses personnelles. Mais lui, il a une aspiration quasiment à la désocialisation, quoi. S'il pouvait quitter l'humanité et ne vivre que dans la montagne, il le ferait. Oui, c'est sûr. Alors, on vous voit prendre énormément de risques dans votre rôle, puisqu'on vous voit, pas dans cet épisode-là, mais je crois que dans cet épisode-là, vous nagez en pleine mer et qu'il fait très froid. Tout habillé. Vous faites vous-même vos cascades. Dans le prochain épisode, c'est une avalanche. Vous prenez aussi des risques parce qu'on vous voit sur une moto, je sais pas comment on appelle ça. Motoneige, ouais. Ski-doo. Au Québec. Voilà, ski-doo. En tout cas, on a l'impression d'être avec vous parce que voilà, on prend de la nature plein les mirettes, comme on dit. Est-ce que ce genre de cascades vous font peur ou pas du tout? Moi, j'adore ça. J'adore tout ce qui est physique, tout ce qui est engagement physique. J'adore ça, tout ce qui est sportif. Donc, je me régale. Oui, à chaque fois qu'on me lance des défis un peu physiques, j'ai plaisir à les relever. Et j'aime bien connaître, savoir faire ce que le personnage qu'on lui demande de faire aussi. Donc, j'ai appris l'escalade, j'ai fait beaucoup de randonnées. Je me suis abusé un petit peu dans tous les sports possibles à la montagne. J'ai été me frotter, mais celui que je préfère, c'est l'escalade. Là, c'est vraiment une rencontre, quoi. Oui, c'est une rencontre donc avec la nature, avec le sport qui font que vous vous adaptez aussi et que vous adaptez ce rôle à vous-même. De quoi êtes-vous le plus fier? De porter ce rôle ou que ce rôle vous porte? De quoi? Fier, je sais pas, mais en tout cas, je suis très heureux de cette rencontre avec le public. Ce succès me touche. Ça, non, on s'y attend jamais. On fait de son mieux et puis par moments ça marche, d'autres fois ça marche pas. Ce qui est bien, c'est le moment où on est en harmonie, en accord, qu'on se sent à sa place, qu'on peut raconter des choses et que ces choses-là sont reçues, sont entendues et que le public s'y retrouve. Donc ça veut dire qu'on est un peu plus universel que d'habitude et ça veut dire que peut-être on est un peu plus à sa place. Vous avez, la production a annoncé le départ à venir de Lionel Astier, alias Angelo, qui est un peu votre père spirituel dans la série. Quelque part, c'est un peu le mentor, le protecteur. Est-ce que ça veut dire que vous allez encore nous servir longtemps dans Alex Hugo, mais pas forcément Lionel, du coup? Ah, c'est dommage. Moi, je l'adore, Lionel. J'adore jouer avec lui. On rigole beaucoup. C'est un partenaire formidable. C'est vraiment un copain. C'est un pote. Il a beaucoup de propositions, c'est un acteur excellent, donc il a beaucoup de propositions et il a envie de pouvoir réaliser des choses qu'il ne peut pas forcément faire parce que ça lui prend du temps, cette série, donc il a besoin de ce temps pour tourner d'autres choses. Donc je lui souhaite le meilleur sur ses prochaines aventures, qu'il fasse des beaux films parce que c'est un acteur en or, vraiment. Oui, je confirme, c'est un acteur en or très attachant. Alex Hugo va faire l'objet d'un crossover avec Candice Renoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui nous attend? Ce sera en 2023, je crois. Oui, alors j'en sais pas plus. Je sais que ça va se passer à la montagne. Donc c'est Candice Renoir qui va venir sur mon territoire. D'accord. Mais comme elle a une forte personnalité, je pense qu'on va... Ça va se charcler un peu. J'espère un petit peu quand même. On va pas... ce serait trop facile. Faut que ça s'engage, faut que ça frictionne. Ouais. Et puis là, il y aura des choses à dire, des belles scènes à jouer. Ça peut être très très sympa, surtout que Cécile Bois a une excellente actrice, elle a beaucoup de personnalité, donc ça risque d'être assez coriace. Parallèlement à votre carrière d'acteur, vous nous avez dit que vous avez donc des projets peut-être plus de scénario, de production, de réalisation. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout de ce qui nous attend? Parce qu'en général, quand un artiste nous dit qu'il y a quelque chose dans sa tête, c'est que c'est un petit peu quand même acté. Oui, alors c'est en devenir, mais il y a 2 ans, là, j'avais développé une histoire qui s'appelait « T'en fais pas, je suis là », l'histoire d'un père qui découvrait, alors il découvrait pas l'autisme de son fils, mais se retrouvait à devoir s'occuper de lui. Ce qui était intéressant, moi ce qui m'intéresse d'explorer, c'est ce que provoque le handicap chez les autres. C'est pas le handicap en tant que tel, c'est comment ça modifie les comportements, comment des mères deviennent des guerrières, comment des pères fuient, ou comment ça génère soit du courage ou de la lâcheté. Et c'est ça, ou des fois les deux. C'est-à-dire que sur l'histoire de ce père, il avait été très lâche, il avait fui, jusqu'au moment où il a dû prendre les choses à bras-le-corps, et il développe son humanité, il développe son courage, et il fait front. Et je trouve ça beau
beau, c'est quand les êtres humains se modifient en fonction de ce qui leur arrive. C'est ça que j'aime à raconter. Là, c'est différent. J'avais envie de jouer un avocat et on est en train de développer une histoire là-dessus sur un avocat qui défend un cas désespéré. Et donc, c'est une histoire que j'initie. Et donc, voilà, j'ai plaisir à trouver des scénaristes, à trouver des sujets. C'est un peu de la production. Je vous avoue que ça m'intéresse énormément. J'ai envie de ça. Vous avez une maison de production qui s'appelle Frelon Productions, avec laquelle vous produisez justement les spectacles de François-Xavier de Maison, qui est un spectacle dans les prochains jours là. Est-ce que vous êtes allé le voir? On espère l'avoir bientôt sur l'antenne de Radio J. C'est un mec formidable. Alors, j'ai produit ses premiers spectacles, puis maintenant, il a tellement de popularité qu'il a plus besoin de personne, il se produit tout seul. Et c'est très bien, et tant mieux. Là, donc, il a travaillé un nouveau spectacle que j'ai vu, qui est super. À chaque fois qu'il joue, de toute façon, parce qu'il a fait tout un rodage en province, il a des standing ovations. Donc, c'est très drôle, c'est très vivant, c'est très engagé, parce qu'il est très physique, il modifie son visage, sa voix. Enfin, il est capable d'intégrer des personnages. C'est assez, il est bluffant, il est vraiment bluffant. J'adore cet homme. Cette question, parce que justement, on va continuer à parler de vous, avec vous, de vos goûts dans cette émission. Samuel Le Bihan, acteur et comédien. Ce soir sur France 3, dans Alex Hugo, dont vous jouez le rôle principal, le flic des montagnes. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur votre personnalité. Ce sera avec Hélène Kuttner et Yoel Banaï pour parler théâtre, gastronomie ou encore émotion. En attendant, c'est le rappel des titres sur Radio J. Sur Radio J, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Steve Nadjar. À la une de l'actualité, le nucléaire iranien, les États-Unis et l'Iran envisagent d'entamer des négociations directes pour tenter de sauver le JCPOA, l'accord de 2015. Pour le moment, Washington ne participe qu'indirectement aux discussions en cours à Vienne entre l'Iran et la communauté internationale. Nous arrivons à un point où la conclusion d'un bon accord avec de solides garanties nécessite un certain niveau de discussion avec les États-Unis, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian. Réponse favorable du département d'État américain. Nous sommes prêts à la rencontrer directement, a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price. En Israël, le comité consultatif invite le gouvernement à accélérer sur la 4e dose de vaccin contre le coronavirus. L'organe recommande de l'étendre à tous les adultes 5 mois après un rétablissement de la maladie ou de l'administration du rappel. Pour l'instant, seuls les plus de 60 ans sont concernés par cette campagne. Plus de 86 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures en Israël. Le taux de positivité des tests s'élève à 21,83%. 845 patients sont actuellement dans un état grave. En France, près de 400 décès ont été enregistrés en 24 heures des suites du coronavirus. C'est un record dans cette 5e vague. Le nombre de patients hospitalisés, quelques 29 000, a également un peu augmenté par rapport à dimanche. Mais la question de l'injection d'une 4e dose reste pour le moment hypothétique. C'est ce qu'a confirmé tout à l'heure le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Emmanuel Macron est à Saint-Léonard de Noblat aujourd'hui en Haute-Vienne pour parler services publics et fonctions publiques. Il rendra hommage tout à l'heure aux victimes du massacre d'Oradour-sur-Glane et décorera le dernier survivant de ce massacre commis dans cette commune par une unité de la Waffen-SS. Radio J. Merci beaucoup Steve et on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec l'acteur et comédien Samuel Le Bihan ce soir dans votre téléviseur pour la série Alex Hugo sur France 3. Restez avec nous sur Radio J. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Bonjour, je suis le docteur Serge Rafal. Je vous donne rendez-vous tous les matins à 6h40 sur Radio J dans la chronique Prévention, Santé et Bien-être au titre explicite « C'est bon pour la santé ». Chez Optical Center, avec l'offre unique, vos lunettes sont à moins 40%, monture et verre compris. En plus, une deuxième paire est offerte. Ah mais c'est super ça. Et je peux choisir n'importe quelle marque. Absolument. Et je peux l'offrir à mon mari, parce
que j'ai l'impression qu'il en a besoin là. La paire offerte est pour vous ou qui vous voulez. Venez, on va faire l'examen de vue ici. L'offre unique d'Optical Center, moins 40% sur toutes les marques, montures et verres, ainsi qu'une deuxième paire offerte pour vous ou qui vous voulez. Valable du 1er septembre au 30 novembre 2020. Dispositif médical, examen de vue réservé aux plus de 16 ans ne constitue pas un acte médical. Conditions en magasin. Ben Gourion, Netanyahou, Bennett, l'État d'Israël, Tsahal. Toute l'actualité d'Israël est traitée par Israël Magazine. Ce sont des milliers d'abonnés partout dans le monde qui suivent et attendent impatiemment chaque mois depuis 20 ans le magazine avec ses signatures marquantes. Guy Millière, Richard Darmon, David Reinhardt et André Darmon. Israël Magazine, 01 86 98 27 27. S'abonner à Israël Magazine, c'est s'abonner à Israël. 01 86 98 27 27. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 15h34 sur Radio J, de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité aujourd'hui, l'acteur et comédien Samuel Le Bihan pour la série Alex Hugo ce soir sur France 3. Vous êtes toujours avec nous, Samuel? Toujours. Aujourd'hui, on va parler avec nos chroniqueurs qui ont préparé une demi-heure à votre image. Parmi eux, Hélène Kuttner, qui est à votre droite, qui est notre fan de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimez ou bien vous faire découvrir des choses qui peuvent vous plaire. C'est sur Radio J. Plaisir. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. Oh, la vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Hélène Kuttner, comment ça va? Très bien, Cyrielle. Eh bien, super. On a une belle surprise, je crois, aujourd'hui. Parlez-nous de ce que vous avez vu. Une très belle surprise. Ça flambe, c'est le feu. Donc, je pense que Samuel, c'est pour vous. Oui. Je dirais pas le feu des montagnes, parce que les montagnes n'aiment pas le feu, mais le feu du théâtre, le feu de la poésie, le feu de la vie. Bref, j'arrête. Je vais parler d'une création qui s'appelle Rimbaud en feu. Il s'agit du poète Arthur Rimbaud et qui est joué par Jean-Pierre Daroussin, qui l'interprète sur scène. C'est un monologue. C'est un texte d'un romancier que vous connaissez qui s'appelle Philippe Gian. Oui. Il a écrit ce texte, il l'a envoyé à Jean-Pierre Daroussin, qui le joue au Théâtre Antoine. On écoute simplement Léo Ferré, qui est un des fantômes du spectacle. Alors, Léo Ferré a un petit peu changé dans le spectacle, mais c'est pas grave. On va y revenir dans quelques secondes, le temps peut-être de trouver le bon son, mais Hélène, je vous en prie, poursuivez. Bon, Léo Ferré a mué, donc il a mué quelque peu. Alors, Léo Ferré qu'on entend dans le spectacle de Rimbaud, il chante les poètes de 7 ans. Les poètes de 7 ans. Alors Léo Ferré, on le connaît tous. Alors, je vous donne juste les paroles parce que c'est un très beau texte. Et il reprend donc des poèmes de Rimbaud, dont le poème de Rimbaud. Et je vous cite simplement quelques paroles. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Il parle de sa mère, la mère de Rimbaud, la mère de Rimbaud, qui était une femme autoritaire, catholique, pratiquante, qui ne voyait pas la flamme justement dans le petit enfant, qui voulait s'échapper. Et lui, ce qu'il voulait, c'est se révolter contre ce monde qu'il étouffait pour déconstruire le monde bourgeois en inventant justement une nouvelle poétique et de nouvelles formes. Alors, Arthur Rimbaud est donc sur scène dans la peau du comédien Jean-Pierre Daroussin. Exactement. Ou l'inverse. C'est l'inverse. Non, mais on continue. Oui, voilà. C'est l'inverse et c'est son fantôme, en fait. C'est le fantôme de Rimbaud qui survit après sa mort, Cyrielle, parce que, en fait... on a le bon son, là. Hein. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Voilà, il est mort à 37 ans, Arthur Rimbaud, en 1891, donc à la fin du 19e siècle. Et là, Philippe Gian invente un espace qui est une chambre d'hôpital psychiatrique. Et nous sommes en 1924. Il est à Charleville, dans le Nord, où il a vécu, où il est né. Et il est il convoque en fait ses amis, ses fantômes, dans un délire entre conscience et inconscience. Ses amis
donc Paul Verlaine, avec qui il a vécu, c'est son amant qui lui a tiré dessus par dépit passionnel à Bruxelles, mais aussi Philippe Dian convoque dans ce rêve d'Arthur Rimbaud Alfred Jarry, le dramaturge de l'absurde et auteur de la pochade anarchiste Uburoy, qui carburait pas mal d'ailleurs à l'absinthe, une boisson très alcoolisée qui niche sous l'oreiller d'Arthur Rimbaud, alias Jean-Pierre Daroussin, sur la scène, sous son oreiller. Il y a aussi le dadaïste suisse Tristan Tzara, les surréalistes Guillaume Apollinaire, André Breton. Et Jean-Pierre Daroussin, il est formidable sur sa ligne. Il habite sauvagement ce personnage de voyant, en survêtement, en chaussettes trouées. C'est un survivant de la Commune de Paris en 1870, de la boucherie de 14-18, et qui trouve dans ces années folles, dans cette période des années 20, une manière de crier sa révolte contre tous les ordres établis. Et l'auteur, Philippe Dian, lui donne ces mots de poète, entre réel et imaginaire, éructant contre les bigots de l'Église, contre la morale, la finance et l'industrie naissante de ce début du XXe siècle. Rimbaud invoque en même temps la puissance de l'âme dans ses élans mystiques. Il parle de sa fuite en 1875 à 21 ans. Il a fui des Ardennes aux grands rives du Harar en Abyssinie où il devient soldat pour l'armée hollandaise, à Java, puis trafiquant d'armes, au terme de quoi il va revenir tout le temps à Charleville. Alors, vous dites qu'il est vrai qu'on a du mal à suivre la trace de Rimbaud, qui décide de tout quitter à 20 ans, alors qu'il a déjà une belle reconnaissance du milieu littéraire. Il a une reconnaissance, Cyrielle, et pourquoi fuit-il mais ça va peut-être intéresser Samuel Le Bihan. Pourquoi ce gamin, habité par le feu de la poésie, décide de tout arrêter, décide d'échapper à l'ordre qu'on lui demandait d'occuper, et celui que Verlaine, son ami, appelait l'homme aux semelles de vent, est né sous le signe du refus, de la société, de la morale, de la bien-pensance. Et l'acteur, Jean-Pierre Daroussin, pendant 1h30, il incarne cette liberté sur scène. Il n'écoute pas les infirmiers qui lui demandent de se taire. Il est sourire en coin, l'œil qui frise, comme si le feu de la création, le feu de l'enfance et de la liberté lui ordonnait finalement de ne jamais se taire, de ne jamais faire taire cette âme qui lui donne une pulsation de jazz. À la fin, il s'apaise quand même, à moitié saisi par la grâce, parce qu'il y a quand même Dieu qui se balade, on ne sait pas où. Et au moment où il entonne le temps des cerises, eh bien, il s'apaise. Alors, je ne sais pas si on peut entendre le temps des cerises. Peut-être demain. Demain. Par Mouloudji. Mais c'est une... Voilà. C'est très beau. Il paraît que c'est très beau. Vous savez quoi, Hélène ? On va aller voir le spectacle pour écouter Mouloudji. Je pense que c'est une bonne idée. Rimbaud en feu, ça s'appelle au Théâtre Antoine tous les soirs à 19h. On va y aller, Samuel Le Bihan. Bien sûr, Hélène m'a terriblement donné envie de voir ce spectacle. La façon dont vous en parlez, c'est tellement beau, c'est tellement riche qu'on a le sentiment qu'on va être tiré vers le haut. Ouais. Et on a envie de le voir non seulement pour voir la performance de Jean-Pierre Daroussin, qui est un acteur excellent, mais en plus on va ressortir un peu plus intelligent, on aura appris des choses et un peu plus cultivé. C'est exactement ça. C'est l'idée. Merci. Rougir. C'est un très beau compliment et c'est vrai. On écoute. Et ben voilà, ce temps des cerises par Mouloudji. Merci beaucoup, Hélène Kuttner. On se dit à mardi prochain, bien sûr, avec sur l'antenne de Radio J. Et puis tout de suite, on va passer à la chronique émotion, si vous voulez bien, Samuel. Vous écoutez Radio J. On va y aller ce soir. Ah ben voilà, on va y aller ce soir. À 19h. Ça dure 1h20. 1h10. Vous écoutez Radio J. Samuel Le Bihan, si vous le voulez bien, on va parler de musique à présent sur l'antenne de Radio J. On va retrouver un titre de votre playlist que vous écoutez en ce moment. C'est Sébastien. Oui. De son vrai nom, Sébastien Acoté, qui est musicien, disque jockey, producteur, mixeur, compositeur français de musique électronique. Il a travaillé notamment comme remixeur pour des groupes et chanteurs tels que Charlotte Gainsbourg, les Daft Punk, Beastie Boys, Bloc Party et Nero. Composé, produit des morceaux pour beaucoup, Philippe Catherine, Kavinsky, d'autres encore comme Woodkid, ou encore des bandes originales pour les films, pour nombreux de films qui sont utilisés
utilisé pour la télévision et dans des jeux vidéo. Il est signé sur le label électronique français Headbanger Records. Et un de ses titres les plus vus sur YouTube, c'est celui qu'on écoute en ce moment, qui s'appelle Better Now, de l'album Thirst, qui pose cette question: est-ce que tu vas me quitter? Alors je vous pose cette question, est-ce que vous avez beaucoup quitté ou été quitté, Samuel Le Bihan? Comme tout le monde, j'ai des peines de cœur, j'ai des grands chagrins que j'ai trouvé terriblement injustes, des histoires que j'aurais voulu vivre et qui se sont arrêtées trop vite. Mais c'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend et on chérit encore plus les belles rencontres ensuite. Est-ce qu'on chérit encore plus après avoir aimé avant? Il faut apprendre à aimer, oui, c'est important. Et les douleurs sentimentales vous permettent de mieux aimer plus tard, oui. Est-ce que tu vas partir avant de me montrer, avant de trouver cette chose que nous avions avant? C'était la suite de cette chanson et on va changer encore d'univers maintenant avec Kimber Rose et son titre Strawberry, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Vous recommandez aussi son concert Kimber Rose et je ne peux que vous rejoindre parce que c'est une prodige et révélation soul 2017-2018 d'abord. En ce moment, elle est en tournée partout en France et dans les pays francophones. Elle est devenue une des artistes les plus écoutées en France. J'en fais partie, je crois. Vous aussi, avec la sortie de son nouvel album Out. Elle est donc en concert avec un chant plein d'âme et d'émotion et emporte n'importe quel public. On écoute un petit peu. I put my body and my soul through hell for you. Why does it hurt that it's all? I've been drunk for 3 and 15 days. I've got perfume that you wear, and I got a look on your face. I ignored all my. Voilà, c'est Kimber Rose qu'on est en train d'écouter sur l'antenne de Radio J. Pourquoi Kimber Rose vous plaît, Samuel Le Bihan? J'adore sa voix. J'adore sa voix, hein, et donc je l'ai vu en concert évidemment. C'est à la fois puissant, c'est fragile, elle est vraiment dans la grande tradition des grandes chanteuses soul américaines. Et pourtant elle est française. Et pourtant elle est française. Et voilà, tout d'un coup elle nous dit qu'on n'a pas à rougir. C'est vrai. On n'a rien à envier aux Américains. Moi ça me fait plaisir. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Et on va faire un petit combo puisque vous aimez Kimber Rose et Grand Corps Malade. Eh bien, on leur fait faire un duo. Je vous propose donc cette chanson composée par Mossiman qui tourne en boucle dans toutes les radios, chez nous aussi, inclus dans l'album Mesdames du slammer le plus connu de France. On écoute encore un peu. Le présent, s'il te plaît, ouvre les yeux. Regarde devant, va où va le vent, et après, fais de ton mieux. Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. Où sont passées nos plus belles années? C'est une question que j'ai envie de poser, mais on va plutôt s'interroger sur le début, même si c'est tentant de fuir le présent. S'il te plaît, ouvre les yeux, regarde devant, va où va le vent, et après fais de ton mieux. Est-ce que c'est votre devise, Samuel Le Bihan? Oui, il faut faire avec ce que Dieu nous a donné, il faut se débrouiller avec ça et essayer d'améliorer les choses. Je pense que c'est notre mission, quoi, développer notre curiosité, nos expériences, et on n'a pas tous les dons, on n'a pas tous les temps, les talents, on n'a pas toutes les possibilités, mais avec ce qu'on a, essayer d'améliorer les choses, je pense que c'est une bonne conduite pour un être humain. Grand Corps Malade sera en tournée, il est en tournée actuellement et sera justement notamment en concert au Zénith de Paris le 29 et 30 mars et après à l'Accor Arena le 20 décembre 2022. Il faut se dépêcher, on va y aller encore une fois, Samuel Le Bihan. Ah oui, moi je l'ai vu en concert avec Mossiman qui lui a écrit son album. C'est vraiment, c'est super, c'est très émouvant. Il touche vraiment sur des zones de je ne sais pas comment il fait, moi, il m'y trouble énormément. Ouais. Il a des mots tellement justes, tellement sensibles sur ce qu'est un artiste, sur la vie, sur le lien aux parents, la nostalgie. Je trouve qu'il y a du Prévert en lui avec des mots très simples. Il touche à ce que vous avez de plus fragile en vous. Il est universel. Je suis très admiratif de son talent. Une autre personne peut-être universelle pour vous, un artiste que vous aimez beaucoup, une très belle découverte pour moi, j'imagine pour nos auditeurs aussi, Malik Djoudi et son nouvel album 3 qui vient à peine de sortir.
avec le titre Quelques mots. C'est en duo avec Isabelle Adjani. C'est une tendre mélodie. On avait très envie de revoir et de réentendre Isabelle Adjani qui nous avait manqué. C'est le 3e disque composé par donc cet artiste Malik Djoudi qui est un peu comme une lutte pendant le confinement. Je crois qu'il a écrit. Il est habitué des collaborations, mais là voilà, il s'est entouré de nombreux autres artistes et on va écouter un petit bout de cette chanson. S'adresser juste quelques mots. Juste en surface. S'adresser quelques mots. Au fil des pages. On s'attache en quelques mots. Aucun présage. Voilà, c'est très doux. C'est très mélodieux. Non mais c'est vrai, on a envie de se laisser porter. Enfin moi je suis sur un nuage quand j'écoute ce type de chanson, je sais pas vous. Moi aussi, oui, pareil. Oui, j'ai envie de voyager, j'ai envie de le laisser m'accompagner. Là on est sur les montagnes avec vous dans Alex Hugo. Ah oui, c'est le rythme d'Alex Hugo, absolument. C'est doux, chaleureux, convivial, amical. Et en même temps, on est quand même tourné vers... Je ne sais pas d'ailleurs, je m'en fiche, je suis bien, c'est tout. C'est ça, on est bien. Alors on va le dire quand même, Malik Djoudi est actuellement en concert, il sera à Rock en Seine cet été, le 27 août à Saint-Cloud, mais d'ici là, si vous êtes un petit peu ailleurs en France, eh bien n'hésitez pas à trouver une date. On va changer encore un peu d'univers, on se laisse porter, mais on reste dans l'artistique. Vous m'avez donné envie d'aller au cinéma ce soir, j'ai envie de vous dire Samuel Le Bihan, avec Licorice Pizza et Bradley Cooper. Est-ce que vous l'avez vu ? Ah oui, je l'ai vu. Vous m'avez confié fou. ça. Non, mais il y a des scènes. Les scènes avec Bradley Cooper sont génialissimes. Alors ce film est étonnant parce il est fou parce qu'on ne sait pas pourquoi il a été fait ça se situe dans les années 70, 73 exactement, 70, dans la région de Los Angeles. Et puis il y a ce parcours assez étonnant de ces deux personnages qui sont amoureux l'un de l'autre, mais qui se séparent, qui se remettent, qui n'arrivent pas à se dire je t'aime. Pourquoi ? Mais en fait, c'est une succession de scènes improbables et incroyables, énormément d'inventivité sur la mise en scène. Il y a un ton très personnel. C'est un peu inexplicable, mais en tout cas, ça a un charme fou, quoi. Oui, c'est vrai que quand on regarde la bande-annonce, que je recommande d'ailleurs, on a envie d'aller voir ce qui se passe parce qu'on s'interroge. On se dit, bon voilà, c'est deux jeunes qui s'aiment, mais c'est un peu compliqué. Bon, jusque-là, c'est une histoire un peu classique, mais en fait, ils se cherchent. Il y a comme un côté qui se cherche un peu l'un à l'autre. Oui. Et on a envie de voir ça, je crois. Oui, je sais pas quelles sont ses références. C'est l'histoire de ses parents. C'est comment cette histoire est née. Je sais pas. En tout cas, c'est Alana Kane et Gary Valentine qui font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Elle est plus lycéenne, mais elle tente de trouver sa voie en travaillant comme assistante d'un photographe. Et Gary, lui, a déjà une expérience d'acteur. Et bon, voilà, ça s'enchaîne. Il faut aller le voir. C'est pour moi un film un peu aux allures de film d'auteur. Est-ce que je me trompe ou Oui, c'est un film d'auteur, mais c'est surtout, oui, ça a un charme et c'est touchant, c'est émouvant, ça nous rapproche aussi de nos propres vies, les premiers instants où on tombe amoureux, on se rencontre, on n'ose pas, on essaye d'assumer, d'être un peu plus fort qu'on ne l'est, de paraître un peu plus fort, c'est marrant, il y a tout ça raconte tout ça. Paraître un peu plus fort, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'à présent, parmi vos recommandations, il y a Succession. Alors, est-ce que c'est le film ou la série ? Parce que moi, je me suis arrêtée sur la série. Voilà. C'est disponible sur OCS. C'est la meilleure série américaine du moment. Une série qui ressemble à du Shakespeare au 21e siècle. Une série qui fascine depuis sa création en 2018 aux États-Unis. L'histoire d'un patron de médias de 80 ans qui n'arrive pas à lâcher les affaires. Et ces quatre enfants qui tentent de prendre un peu une part du gâteau. Oui, une espèce de Rupert Murdoch qui là, un mania de la presse. C'est surtout, on retrouve Adam McKay, donc qui a fait donc Look Up, qui a fait Vice, un nombre de films comme ça incroyable, qui est encore un peu à la manœuvre, quoi, comme par hasard. Donc tout ce qui est vraiment formidable aujourd'hui, c'est
il est un peu là à chaque fois qu'il y a des œuvres pas majeures mais très fortes. Sur le moment, il raconte notre présent avec un regard toujours assez étonnant. Mais les acteurs sont formidables, la mise en scène est époustouflante. Il y a une fragilité dans chaque scène, dans chaque personnage que j'aime bien. C'est-à-dire, il bascule jamais dans la caricature. Les personnages sont toujours en demi-teinte, on ne les aime pas complètement, on ne les déteste pas non plus. Il arrive à toucher vraiment à ce qu'est la vie, quoi, de leur fragilité. Par moments, ils sont odieux, on les déteste. C'est une comédie qui est en tout cas défendue comme noire, corruption, un empire à défendre, un trône convoité, mais vous dites qu'il y a quand même de l'humanité. Vous y voyez en tout cas vous-même de l'humanité, Samuel Le Bihan. Je m'étais pas posé la question dans ces termes. En fait, il y a quand même un suspense. On a envie de savoir à quel moment ils vont basculer, à quel moment ils vont s'entretuer. Ils sont tous terriblement armés, mais à aucun moment ils n'osent. Et puis ce père qui est redoutablement intelligent et qui étouffe aussi ses enfants. Effectivement, c'est shakespearien, donc c'est de l'ordre de la tragédie. Moi, je retrouve peut-être les grands textes que j'ai travaillés à la Comédie Française. Je pense que ça touche à ça, quoi. C'est universel. Et c'est comment transposer en fait de la mythologie grecque à aujourd'hui. Et on va aller voir ça sur ECS. Ouais, on va regarder ça sur ECS. 5 saisons déjà, peut-être encore 1 ou 2, mais pas plus. A priori. Donc, on va checker, parce que je crois qu'il y a que 5 saisons pour l'instant, mais pas beaucoup, parce qu'ils veulent s'arrêter, ils veulent pas profiter trop de cette réussite, on va dire ça comme ça, et s'arrêter à temps. Que l'objet reste un peu luxueux quand même. Comme toujours. On va parler encore, après l'émotion, d'autre chose. Samuel Le Bihan, on va vous croquer aujourd'hui. On appelle ça comme ça, c'est tout de suite la chronique culinaire par notre humoriste Yoël Banaï. C'est tout de suite sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Yoël Banaï, bonjour. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Quel plat pour Samuel Le Bihan aujourd'hui, à qui vous fait-il penser? Avant de commencer, je voulais juste vous dire Mabrouk pour les lunettes, parce qu'elles vous vont à ravir, voilà. C'est gentil. Elles viennent d'arriver, elles sont nouvelles, c'est gentil. Elles sont très jolies, voilà. Merci. Samuel, quand j'ai su que vous seriez notre invité, je vous cache pas que j'ai immédiatement pensé à mon professeur de physique-chimie au lycée, qui portait le même nom de famille que vous, Monsieur Le Bihan. Voilà. Et à l'inverse, quand j'avais cours de physique-chimie avec lui, je pensais à vous. C'était mon père. Ça, ce serait une belle surprise quand même. Ça serait énorme. Absolument pas. Et je dois vous dire que je garde un très très mauvais souvenir de la physique-chimie et de Monsieur Le Bihan. Donc je pense pas que ce soit une bonne non, c'est pas mon père alors. Non, je détestais cette matière, je comprenais rien. Je détestais ce prof, je comprenais rien de ce qu'il disait. Jamais sympa, même la classe, c'était très spécial. On était sur des chaises hautes de bar, avec des tables beaucoup plus basses, du carrelage blanc dessus. Pour écrire, fallait se plier en deux. Ça vous parle ou pas? Bien sûr, oui, bien sûr. Bon, voilà, c'était une horreur à chaque fois que j'avais cours. Le seul truc qui était sympa, en fait, c'était le fait de porter une blouse blanche. Voilà, on trouvait ça stylé. On se prenait pour le doc, le pote de Marty McFly dans le Retour vers le futur. On était contents. Mais c'est tout, rien de plus. Et moi, je crois que la physique-chimie, c'est vraiment la pire de toutes les matières. Cette matière, je pense que c'est un vrai guet-apens, un peu comme avec une ex au début. C'est sympathique. Je fais plein de nouvelles expériences. Il y a des étincelles. Il y a une vraie alchimie. Après, c'est un peu plus sérieux et bam, tu te prends la loi de la gravité en pleine gueule. Il y a tout qui s'effondre. Ça devient un calvaire et tu comprends pas comment t'as fait pour en arriver là. Voilà. Même quand je faisais un effort, en fait, je me disais, ok, je vais aller acheter en librairie la physique-chimie pour les nuls. Je me disais, ok, yo, allez, ressaisis-toi, reprends tout depuis le début. Ça va le faire. Dès la première page, première ligne, je comprenais rien, j'ai abandonné. Voilà. Je retourne en librairie, je leur demandais s'il n'y avait pas la physique-chimie pour les tocards. Voilà. pire que les nuls. Exactement. Alors moi, je regardais C'est pas sorcier avec Fred et Jamy sur France 3, ça me suffisait largement. Pas besoin de plus. Bon, enfin voilà, je voulais juste vous faire part de ça, ça m'a fait du bien de vous le dire, Samuel. C'est important de parler, ouais. Voilà, exactement. Alors Samuel Le Bihan, alors je suis désolé, ça m'a un peu remué. Non, j'ai l'impression de revivre un peu mes années lycée. Alors, vous savez quoi, Samuel, on est sur Radio J. Permettez-moi, Samuel, d'adoucir un peu la chose. Ça serait peut-être cool de traduire votre nom de famille. Vous permettez ou pas? Oui, on y va. Je t'en prie. Ouais. Alors, Le Bihan en breton, c'est homme de petite taille.
puisque vous êtes d'origine bretonne. Et en hébreu, petit, c'est Katan. Et Samuel, c'est Shmuel. Shmuel qui lui aussi était prof. Alors, il n'était pas professeur, il était prophète dans la vie. Oui, moi, je le connais comme prophète. Ouais. Ce qui donne Shmuel à Katan. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous le rendre un petit peu plus classe. J'ai envie de vous faire un petit kiff et qu'on parte sur un nom ashkénaze. Et je me suis dit qu'on pouvait partir sur Shmuel Littleman. C'est un peu plus classe. Voilà. Pas mal, non? Ça vous va ou pas? Ouais, c'est sympa. Bon, je rassure les auditeurs. C'est un sacré voyage, là. Ouais. je rassure les auditeurs, ça n'est qu'un nom de famille littéralement traduit, puisque Shmuel est grand, je constate, de visu. Et d'autant plus que j'avais d'ailleurs trouvé cette information sur le net, puisque vous mesurez 1m90, puisque vous êtes répertorié sur le site lataille.fr dans la rubrique célébrité. Est-ce que vous le saviez? Non, mais c'est... voilà, c'est une info que je vous donne. Une petite erreur. Alors, exactement, je mesure 1m83. Ah d'accord, donc le 90, ça reste quand même grand. Oui, ça reste grand. Bon, on ira sur lataille.fr et puis on revendiquera cette dimension, cette mesure. Bon, je vais quand même me recentrer sur ma mission gustative, sinon Cyril va me taper sur les doigts. Et voilà, je tape sur les doigts. Je sais que vous aimez le lapin à la moutarde. Mais oui. Shmuel, non, là, ça va pas. Ah non, ça peut pas le faire sur Radio J, le lapin à la moutarde. La moutarde, oui, mais pas de lapin. Oui, mais c'est le plat de ma grand-mère, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime parler des choses que je connais et aussi pour les éditeurs. Alors, pour vous, Shmuel, j'ai pensé à un produit sur mesure. Ouais. Je suis parti sur un produit bien français. J'ai nommé la crêpe. Ah bah oui. Voilà. Alors, bien sûr. Voilà. Pourquoi la crêpe? Pourquoi la crêpe? Breton. Pourquoi la crêpe? Pas parce que c'est le résultat d'une réaction chimique grâce à la glycosylation enzymatique des acides aminés qui produit des mélanoïdes. Pas du tout. J'allais le dire. Voilà. Et ça, c'est pas Monsieur Le Bihan, c'est grâce à Fred et Jamy dans C'est pas sorcier. Bravo. Voilà, je tiens à vous le dire. Comme quoi. Mais la crêpe, parce que d'un point de vue français, voilà, déjà, on l'a dit, on sait que c'est un produit breton. Et j'ai voulu d'abord rendre hommage à vos origines bretonnes. Oui. Merci. Et d'un point de vue international, la crêpe, c'est un produit mondialement reconnu, au même titre que vous êtes un acteur certifié bleu, blanc, rouge. Voilà. La crêpe, on la retrouve un peu partout selon nos envies, en entrée, en plat, comme en dessert. Tout comme vous, qu'on peut retrouver aussi bien sur les planches, à la télé, au cinéma, ou encore sur les différentes plateformes de streaming. Ce que j'aime avec la crêpe aussi, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. On peut la manger aussi bien sucrée que salée. Et vous êtes un acteur complet. Vous êtes toujours diversifié. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous avez été membre de la Comédie Française. Cyril le disait. Tout à fait. On vous retrouve dans des comédies populaires, des polars, du cinéma d'auteur, des séries TV. Il y en a aussi pour tous les goûts. Avec Samuel Le Bihan. Et dernière chose, je sais que vous êtes un sportif, que vous aimez vous surpasser. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Et je trouve que la symbolique de la crêpe, elle est aussi intéressante parce qu'on sait que pour faire de bonnes crêpes, c'est de l'entraînement et que plus on en fait, plus on s'améliore. Les différentes expériences que vous avez acquises jusqu'à aujourd'hui font que vous êtes une belle crêpe. Alors, on va pas tourner autour du plat. À quel moment il va lancer une vanne. On va pas tourner autour du plat. Shmuel, vous êtes une belle crêpe. Vous êtes un bon acteur. Voilà. Shmuel. Et au cas où je vous ai donné envie d'en préparer ce soir, je vous donne juste un petit conseil pour faire de bonnes crêpes. Poêle à 200 degrés, un pH entre 6 et 10 et un taux d'humidité à 15%. Voilà. Donc je compte sur vous et bonne dégustation. On va manger tout ça. Merci beaucoup Yoël Banaï. En attendant, on vous retrouve en podcast sur le YouTube Radio J à la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est le journal sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. 16h passées de 1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Steve Nadjar. Bonjour Cyril. Benjamin Netanyahou assure qu'il entend demeurer le chef du Likoud. L'ancien Premier ministre israélien, actuellement jugé dans 3 dossiers, dément ainsi les rumeurs sur son intention supposée de signer un accord de plaidoyer qui aurait pour corollaire la fin de sa carrière politique. Écoutez l'analyse de notre correspondante permanente à Jérusalem, Pascal Sunshine. On est là dans une incertitude sur le devenir de cette négociation que Benjamin Netanyahou a su retourner à son avantage en expliquant, ce qui ne l'engage à rien, qu'il est contre une peine d'indignité qui entraînerait son inéligibilité. Il peut le dire puisqu'il n'y a eu aucun accord entre lui et l'accusation, et que d'autre part, évidemment, tant que rien ne se passe, eh bien la situation ne change pas, à savoir que le procès continue et que sur le plan politique, il reste à la direction du Likoud, et donc dans sa vidéo affirme aussi qu'il envisage la poursuite de son avenir politique.
Coronavirus en Israël, le comité consultatif invite le gouvernement à accélérer sur la 4e dose de vaccin. L'organe recommande de l'étendre à tous les adultes 5 mois après un rétablissement de la maladie ou de l'administration du rappel. Pour l'instant, seuls les plus de 60 ans sont concernés par cette campagne en Israël. Plus de 86 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures dans le pays. Le taux de positivité des tests s'élève à 21,83%. J'ajoute que 845 patients sont actuellement soignés dans un état grave, dont 177 placés sous respirateur artificiel. En France, près de 400 décès ont été enregistrés en 24 heures des suites du coronavirus. C'est un record dans cette 5e vague. Le nombre de patients hospitalisés, quelques 29 000, a également un peu augmenté par rapport à dimanche. Mais la question de l'injection d'une 4e dose reste pour le moment hypothétique. C'est ce qu'a confirmé ce matin le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Il indique suivre notamment les résultats des analyses faites actuellement en Israël. Écoutez, c'était sur LCI. Il y aura une 4e injection. Voilà. Quel est le sens de la 4e injection ? Si cette injection permet de protéger les plus fragiles vis-à-vis du risque de forme grave avec une épidémie qui flambe, etc., nous le ferons, et très naturellement en expliquant comme nous l'avons fait depuis le début de l'épidémie. Si en revanche on se rend compte qu'elle n'est pas nécessaire, nous ne la ferons pas. Pour ça, le si doit se transformer, et ça c'est les scientifiques qui doivent nous le dire, c'est pas le politique. Qu'est-ce qu'on le saura ? D'abord, il y a Israël qui est en train de vacciner les plus fragiles en 4e dose. Ensuite, est-ce qu'il y a un nouveau variant ? Est-ce qu'il y a une nouvelle épidémie ? Est-ce que, sorti de la vague Omicron, est-ce qu'on est tranquille ou est-ce qu'il y a à nouveau une menace qui arrive ? Olivier Véran qui estime également qu'une contamination au sous-variant BA2 est possible après avoir contracté Omicron. De son côté, le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfrécy, envisage un printemps dans des conditions pas trop mauvaises. Cette analyse d'une 5e vague qui met un peu plus de temps que prévu à atteindre son pic, elle est également partagée par Emmanuel Macron. Le président de la République est en déplacement aujourd'hui en Haute-Vienne. On l'écoute. Et donc, on n'est pas encore au pic de la contamination. Et donc, vraisemblablement, il y aura des conséquences ensuite sur les hospitalisations et les soins critiques. Mais compte tenu du niveau de vaccination et de ce qu'on sait maintenant sur ce variant, sans doute moins importante qu'avec la vague de Delta. Donc on a 2 vagues qui sont un peu déphasées, qui touchent le pays et qui imposent de continuer à être très vigilant, très mobilisé et faire ce que fait le gouvernement depuis le début, c'est-à-dire on a mis des contraintes importantes pendant les fêtes et au début du mois de janvier parce qu'il y avait ces 2 vagues en même temps avec beaucoup d'intensité. En ayant plus de visibilité là, le Premier ministre a annoncé la semaine dernière un calendrier d'allègement qui correspond aussi à l'entrée en vigueur du pass vaccinal qui permet aussi de mieux protéger chacune et chacun. Emmanuel Macron qui cet après-midi à Oradour-sur-Glane, il décorera le dernier survivant de ce massacre commis dans cette commune par une unité de la Waffen-SS. Le chef de l'État qui n'a pas clarifié ses intentions sur sa date de candidature officielle à la présidentielle. Écoutez l'analyse du journaliste politique David Rovodalon tout à l'heure dans le Grand Journal. Autre sujet qui a pourtant explosé avec le Covid et avec le quoi qu'il en coûte, c'est bien sûr la dette et le déficit. Souvenez-vous, on a toujours eu des candidats très en pointe sur ces questions dans les campagnes précédentes. Thème plutôt de droite, mais aujourd'hui, plus personne n'en parle. On a l'impression que la dette, alors qu'elle a explosé, n'est plus un sujet. Et puis, bien sûr, le sujet qui monte ces jours-ci, c'est le pouvoir d'achat avec tous les prix de l'énergie, le carburant qui monte et qui, dans les enquêtes d'opinion, prend de plus en plus de poids. Et ça, c'est un sujet plus social qu'économique. Et si l'économie, on l'a dit, est à l'avantage d'Emmanuel Macron, cette question-là, elle pourrait lui faire des dégâts. C'est tout pour l'info, Cyrielle. Radio J. Alors c'est comment avec vos nouveaux appareils ? Ouais, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle qu'ils sont à moins 40%. Quoi, vous dites ? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Mais si, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles ? On vous offre une paire de lunettes à votre vue. Wow, ça marche vraiment super. Allez-y, parlez encore. Et ça marche aussi sur les verres progressifs. Oh, ça s'arrête jamais ce truc. Alors on les choisit ces lunettes. Ici ? Maintenant. Oh, vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Valable du 1er janvier au 30 novembre 2022. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. L'incontournable gala de Migdal. Cette année, c'est le 3 février au Palais des Congrès de Paris. Sur scène, Ben Snoff. Venez soutenir les Magaves, les gardes frontières d'Israël. Toutes les mesures sanitaires seront respectées et les places remboursées en cas de confinement. Le gala de Migdal, c'est le jeudi 3 février à 20h au Palais des Congrès de Paris. Réservez vite. migdal.org. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
Allez, nous sommes de retour sur l'antenne de Radio J avec l'acteur et comédien Samuel Le Bihan ce soir dans votre téléviseur pour la série Alex Hugo sur France 3. Samuel, vous êtes toujours avec moi, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Pour moi et aussi, on va partagez. passer à une petite séquence qu'on aime bien sur notre antenne qui s'appelle la séquence tac au tac. Très simple, 10 questions. 10 réponses rapides en 2-3 mots. C'est Je suis très possible? mauvais là-dessus. Allez, on essaye. Tant pis pour vous. Vous on l'aurez, essaye, vous. Samuel Le Bihan. Ah ouais. La recette de l'amour, c'est... Ah, voilà, déjà ça commence. C'est des phrases, je peux pas dire un mot. Là, la recette de l'amour, la confiance. Ah, ben voilà. Êtes-vous amoureux? Oui, Est-ce que vous êtes heureux? oui. Votre philosophie de vie? Fabriquer du bonheur. Si vous étiez un super pouvoir, vous seriez? Qu'est-ce que j'aimerais en super pouvoir Devenir invisible, dépasser les pas, passer les portes, je ne sais pas. Pouvoir lire dans la tête des gens. Non, mais Joker. Non, mais c'est terrible d'avoir un super. Vous imaginez, vous voyagez dans le temps, par exemple. C'est une fatalité. C'est un fantasme d'un soir, mais on n'a pas envie de vivre toute une vie avec ça. Bon, allez, voyager dans le temps quand même. C'est voilà. quand même le plus drôle. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Fiable, courageux. J'aime bien, ouais, qu'on me dise de moi que je suis courageux. Votre surnom à part Shmuel? Samos. Ah, on adore. Ouais. Votre Madeleine de Proust? Ben, le lapin à la moutarde. Aïe, aïe, aïe. Alors je vous parle, vous ressentez De ma quelle grand-mère. émotion? Comment? Quelle émotion vous ressentez Là, à tout de cet suite instant? Là, à cet instant précis, là, maintenant? Précis là maintenant. Tout de suite, là, je suis bien. Je suis bien. Ouais, alors un petit peu excité parce que vous menez ces interviews là à un rythme infernal, mais plutôt c'est assez agréable, c'est friendly, c'est chaleureux. Merci de m'accueillir. On est ravis aussi, Samuel Le Bihan. La dernière question, est-ce que vous vous posez beaucoup de questions? Oui, tout le temps. Ouais, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mais ça va, je dors assez bien, pour le coup. C'est assez étonnant. Mais ça fatigue de se poser trop de questions. Bah voilà, je suis pas quelqu'un d'angoissé, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup. J'ai beaucoup besoin de comprendre. C'est épuisant pour les autres. Eh ben écoutez, nous aussi, on a encore besoin de comprendre avec d'autres questions. Nos auditeurs vous interrogent dès maintenant sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Allez, 16h10 sur l'antenne de Radio J. Merci de nous avoir rejoints. Et tout de suite, 2 questions pour vous, Samuel Le Bihan. C'est la séquence auditeur et j'ai reçu des questions pour vous. La première, c'est quel est votre rôle rêvé au cinéma? C'est Johanna qui vous pose cette question. Le rôle que je rêverais de jouer? Oui. Je sais pas, Jésus-Christ. Non mais. C'est vrai? Non, je rigole. Non, je dis mais n'importe pourquoi quoi. pas? Non, parce qu'en fait, c'est pas tant le rôle, c'est le metteur en scène qui compte. Ah oui. Oui, c'est eux qui vous entraînent dans quelque chose d'artistique. C'est leur point de vue, c'est leur vision. Et donc, peu importe le rôle, peu importe le script, peu importe, à la rigueur, peu importe, il suffit dès lors que vous êtes en face d'un artiste, il va de toute façon vous emmener quelque part qui va vous enrichir. Et qui vous mettra aussi en valeur. Ah bah écoutez, moi c'est la première fois que j'entends ça parce qu'en règle générale on me dit j'ai très envie de représenter, d'incarner et c'est vrai que de savoir que le metteur en scène porte l'artiste au-delà même du rôle, c'est une phase intéressante. Quelle est la personne avec qui vous adorez, vous avez adoré ou vous adorerez travailler? Mais là, on toujours parlait, la même chose. Mais non, on parlait, je sais pas, Lionel Astier avec qui je jouais, alors qui va quitter la série. Mais on adore jouer ensemble. On se marre énormément, c'est plaisant. C'est quelqu'un de précis, il est très fort et voilà. Donc il part, mais il meurt pas. Donc peut-être qu'on va réussir à le rattraper sur 2-3 épisodes de temps en temps. Enfin, je garde espoir. Ah bah écoutez, nous aussi on garde espoir. On va veiller à ça. En tout cas, on vous regarde bien évidemment ce soir sur France 3 à 21h10. Allez, on change d'univers dans un instant sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, du lundi au mercredi, vous le savez, nous avons un coup de cœur en direct, désormais à 16h10, une découverte musicale, c'est Léa LK et son titre Height. On écoute et on en parle tout de suite après notre invité. Mes pensées, laissez-les moi. Mes pensées. Je suis so high. Je suis so high. Pensez, laissez-les moi. 10% CCP. Roger, 10%. Pensez sous scellé. Je suis so high.
j'entends ma musique sonner seule. J'attends d'atteindre les chutes d'eau. J'attends d'atteindre les sommets les plus hauts. Je vois que j'arrive pas à t'en parler. Pourquoi mon écho se perd, hein? Pourtant je sais que le pire est passé. Alors pourquoi ma gorge se serre? J'aimerais oublier pour plus le revivre quand j'y repense. Sous l'eau je sais je l'ai été. Encore les mêmes voix dans ma tête. Il faudrait que ça s'arrête, les pensées sont scellées. Je suis so high. Je crois qu'il faut que je m'évade. Je suis so high, high, high. Je suis pas pris à la bonne vague. Je suis so high. Je suis so high. Je suis so noyé dans la vague. Ouais. Je suis so high. Je suis so high. Rocket 20, tranquility, we copy you on the ground. Je suis so high, high, high. You got a bunch of guys about to turn blue. Je suis so high. We're breathing again. Thanks a lot. Je suis so noyé dans la vague. Ouais. Je suis so high. Ouais. Radio J, 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On vient d'entendre Léa LK sur l'antenne de Radio J. C'est un plaisir de vous accueillir, merci Léa. Vous êtes notre coup de cœur du jour aujourd'hui. Je crois que vous avez beaucoup plu à Samuel Le Bihan qui a écouté vos paroles très attentivement. Parce que c'est vous qui écrivez. Vous êtes auteur, compositeur et même réalisatrice de vos propres clips. Oui, c'est ça. C'est quand même surréaliste. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce titre qu'on appelle Height. Vous avez pris un peu de hauteur avec ce titre, comme vous dites, parce qu'on chute dans les abysses. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait un projet en 2 parties, dont la première partie s'appelle High et la seconde partie s'appelle Apollo. Et dans le clip de High, je tombe exactement dans les abysses. Et Apollo a été tourné, donc la seconde partie, qu'on est en train d'écouter en ce moment. Voilà, entièrement sous l'eau. Et voilà, à peu près 4-5 mètres de fond. Et c'est une expérience de fou, quoi. J'ai dû prendre des cours d'apnée pour pouvoir réaliser la performance correctement, parce que sinon... Pour ce clip, vous avez donc pris des cours. Voilà, c'est ça. On a eu 1 mois à peu près pour tourner les images, parce que le chef opérateur, qui s'appelle Arthur Lauter, était parti ensuite en Belgique. Combien de mètres de fond? 4-5, ouais. 4-5 quand même. Maximum, c'est beaucoup. 5, ouais. C'est beaucoup. Je suis pas fan de la natation à la base, donc c'était un vrai challenge, mais j'aime beaucoup travailler dans ces conditions. Je crois que Samuel Le Bihan est en train de vous Instagrammer. Bah oui, j'ai envie de voir les images. Léa LK, exactement. Et ça vous fait un rapprochement parce que Samuel Le Bihan aussi s'adapte à son rôle avec des cascades. Ah, donc, génial. il y a de la composition. Mais dans c'est tout génial, ça. j'adore. Alors, on est en train d'écouter Apollo. Racontez-nous quel est votre univers. D'habitude, on fait ça sur un chrono, mais là, on va se laisser un petit peu porter. Comment vous en êtes arrivé à la chanson? Quelles sont vos aspirations, votre univers, votre parcours? Vous avez une petite minute pour nous dire ça. Alors, par recommencer. Dès qu'on a pu choisir l'orientation scolaire qu'on voulait, moi je me suis préparée pour le milieu artistique parce que c'était clairement ce que je voulais faire. Du coup, j'ai fait STI 2A, puis une école de design. Au bout de 2 ans d'école de design, ça me plaisait, hein, c'était de l'art, donc ça me plaisait, mais il manquait clairement quelque chose comme le grand frisson, la scène, le spectacle, tout ça. J'ai jamais vraiment été fan des études, donc et au même moment où j'ai eu toute cette réflexion, il y a Club Med qui m'a contacté pour que je devienne chorégraphe chez eux, et le poste était en République dominicaine, donc à l'autre bout du monde, et j'étais en plein dans mes études. Enfin, j'avais fait mes 2 ans, mais je voulais me projeter sur un master, donc bon, je suis partie quand même. Vous êtes partie quand même. Que voilà, ils voulaient une chorégraphe. Moi, j'étais pas forcément chorégraphe, mais j'avais très très envie d'être chorégraphe, donc j'ai dit que j'étais chorégraphe. Ah, vous avez triché, vous êtes vilaine. Mais je m'en suis bien sortie. C'était une super expérience, et depuis que je suis revenue, je veux plus vivre mon rêve par procuration et m'occuper de la DA des artistes. Je veux le faire pour moi, quoi. Vous êtes revenue en France, vous avez intégré Disney. On peut le dire. Vous avez été une princesse. On va pas dire laquelle, mais je trouve quand même. Les princesses sont des princesses. J'ai travaillé avec les princesses. Vous avez travaillé avec les princesses. Voilà, dans une parade. Vous connaissez les princesses. J'ai très envie de vous faire chanter une princesse, qu'on ne dira pas qui. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on évite? Oui, allez, on se lance. On y va, c'est parti. Chantez une princesse. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps. Il y a plus urgence sur terre. Cette ville est trop tranquille. La vie s'écoule lentement.
Je sais où je vais depuis si longtemps et j'irai toujours, toujours de l'avant. J'irai au bout du rêve, au bout du rêve. Et peu importe les montagnes, je les soulève. C'est fini. Alors, très jolie princesse. Voilà, très belle voix, bien évidemment, Léa Elka. On peut pas dire, bien évidemment, qui est cette princesse, mais certains reconnaîtront qui est-elle. Alors, on a envie, bien évidemment, de savoir quelle est la suite pour vous. Est-ce que vous vous réalisé, ça on l'a compris, mais est-ce que vous avez une boîte de production derrière vous, vous avez un label où vous êtes pour l'instant seul et vous cherchez des gens pour vous soutenir? Parce que je rappelle que je vous ai découvert sur Instagram, c'est pas quelqu'un qui m'a dit je produis cette jeune fille, donc j'ai envie de savoir quel est l'objectif là pour vous aussi. Alors l'objectif c'est de continuer les projets qui me font rêver, comme les projets que j'ai pu faire avec Apollo, avec High, avec des clips ambitieux qui mêlent la performance artistique et un peu aussi tout ce qui est du cirque aérien, parce que je sais pas si vous avez, pour ceux qui ont vu les clips, il y a pas mal de références à tout ce qui est discipline aérienne, et du coup voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc le but c'est de continuer à faire ça de manière originale et Est-ce sincère. que vous voulez faire de la scène par exemple? Est-ce que vous avez des possibilités d'en faire? Est-ce qu'il y a des gens qui vous suivent? Est-ce que vous cherchez un label? Alors en ce moment la scène c'est pas ce qui est le plus simple. Il y en a quand même qui réussissent à se produire un peu, mais oui c'est pas évident. Mais pour l'instant oui je cherche à m'entourer de personnes qui pourront m'aider dans ce que je veux construire. Je reste depuis 1 an là indépendante, donc je suis en total indé, j'ai pas de label, j'ai pas de manager. J'ai pas d'agent, j'ai pas de voilà. Votre objectif, c'est de poursuivre donc et de finaliser avec un album. Vous avez 4 singles, 3 clips. Poursuivre donc avec votre EP que vous préparez pour 2022. Oui, c'est ça. Et si label il y a, producteur, manager à l'écoute de notre antenne, vous êtes preneuse. Ça serait bien d'avoir la possibilité de travailler avec des personnes qui sauront m'aider dans mon parcours et à qui je pourrais aussi peut-être apporter des choses. Eh ben écoutez, on va suivre ça de très très près sur Instagram, Léa Elka, ELK. On va rester bien vigilant sur votre parcours. Merci d'avoir été notre coup de cœur du jour, Léa Elka. Radio J. 15h, 16h30. Sarah Cohen. Et Samuel Le Bihan, on poursuit cette émission avec vous du lundi au mercredi, avec désormais à 16h20 dans cette émission le débrief de ces minutes passées ensemble. Je sais, vous vous y attendiez pas, mais pourtant c'est prévu. Tout de suite, c'est donc votre portrait avec Ruthie Arroginor qui se trouve à ma gauche. Bonjour Ruthie. Bonjour Cyrielle, bonjour Samuel, enchantée. En plus, t'as lancé du Barry White, donc c'est parti là. Ah bah oui, on est obligé, hein, c'est les bonnes énergies comme toujours Ruthie. Voilà, on est dedans. Et ben j'ai pris beaucoup de notes comme vous pouvez le constater. Il y a des dénominateurs communs qui reviennent et qui nous font vraiment vibrer. Le sentiment de la justice, mettre des mots sur la douleur, le goût de l'engagement également, le regard que vous portez sur les épreuves, la capacité que les épreuves ont à transformer, transmuter les choses, le regard sur la société, et la capacité, la transition qu'on peut vivre face aux difficultés aussi. Et il y a une véritable conscience de l'autre, dans le sens où vous allez porter un regard sur la différence, sur le handicap, mais en accentuant le fait que, c'est en étant tourné vers la vie qu'on peut justement rendre cette aventure exceptionnelle. Le goût de la confrontation aussi, parce que vous portez un regard sur la société, mais qui a pour vocation de faire évoluer les mentalités. Quand vous parlez effectivement de culture de l'évitisme, ou qu'est-ce qu'on veut faire de cette vie? Est-ce qu'on a envie de nous mettre en compétition, ou au contraire de se rendre compte que la seule chose qu'on a en commun finalement c'est nos différences. Vous parlez de la vie comme étant une aventure humaine, et vous parlez de votre fille en disant je la tourne vers la vie, avec cette notion du fait que la vie c'est avant tout cette aventure, mais les épreuves, vous dites que ça vous donne une conscience de la vie, un accès au bonheur également. On parle de résilience aussi, quand vous dites que ce que vous avez vécu, ça a tiré de vous ce qu'il y avait de plus intéressant. Tous les regards, je peux le faire moi. Que vous dites que finalement, c'est beau comme les humains se modifient face aux difficultés.
Oui, moi, c'est ce qui me passionne le plus. Quand on joue un personnage, quand j'interprète un personnage, c'est de connaître ses failles, ses difficultés, ses douleurs. C'est ça qui le rend riche. Donc, riche de son expérience. Un héros, c'est pas parce qu'il est fort, c'est parce qu'il a un genou à terre et quelle énergie il va mettre pour se relever. C'est ça qui m'intéresse. Et dans la vie, c'est pareil. On se rend pas compte de tous ces héros du quotidien qu'on côtoie et on ne connaît pas tout ce qu'ils ont affronté dans l'existence. Et donc, je vois mon livre là qui est à côté du micro, et un bonheur que je souhaite à personne, c'est l'histoire de cette mère qui se transforme en guerrière et qui va justement affronter l'éducation nationale pour que son enfant soit accepté dans cette société, quoi. Et donc ça commence par l'école, qu'il soit accepté à l'école en tant qu'individu dans notre société. Et je crois que c'est ce qui fait la richesse de notre existence. Effectivement, c'est un cycle, hein. Le bonheur n'est jamais quelque chose d'absolu. Il est fait aussi de tristesse. Il faut générer de la tristesse pour régénérer du bonheur. Mais c'est accepter ce cycle, accepter d'être surpris, de pas maîtriser les choses, mais d'être toujours en proposition et en curiosité. Ça, c'est essentiel. Qu'il n'y ait pas de fatalité, en fait. Vous dites, faut faire avec ce que Dieu nous a donné. C'est notre mission. Essayer d'améliorer les choses, c'est une bonne conduite pour un être humain. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette notion de réconciliation, du fait qu'à un moment donné, on peut se retrouver courageux, ou qu'on puisse se retrouver... qu'on puisse ressentir de la lâcheté intérieure, parce qu'on se dit mais comment je vais faire pour rebondir. On est confronté à nos zones d'ombre et à nos zones de lumière en même temps, et c'est vrai que la question du handicap, je pense qu'elle est de l'inclusion, surtout à l'école, et même plus grand quand on est en entreprise et qu'on est confronté à ce fameux handicap invisible. C'est aussi de porter un regard sur le fait qu'on est tous différents et qu'on peut à un moment donné effectivement se sentir largué parce que on est 10 ou qu'on se compare aux autres, qu'on manque de confiance, d'estime de soi. Et le fait d'intégrer justement la notion de handicap et des enfants ou des adolescents qui sont confrontés à ça, ça permet aussi de désamorcer des choses qu'on peut vivre intérieurement avec douleur et dans l'isolement, et finalement de se rendre compte que c'est nos différences qui nous enrichissent. Oui, mais c'est ce que j'évoque en fait à travers le handicap. Je parle de la différence. Donc c'est beaucoup plus parlant quand on parle du handicap, mais en vérité c'est la façon dont on exclut facilement quelqu'un du groupe et le besoin qu'on a, nous, en fait la peur d'être exclu aussi, parce qu'on est des animaux sociaux, hein, on a besoin de ce rapport aux autres. Voilà, c'est la conclusion. J'ai tellement de choses à raconter parce que merci beaucoup. Vous avez encore quelques secondes si vous voulez un petit mot de clôture, Ruthie, votre sentiment. Alors déjà, ce qui est très agréable et ce qui se ressent énormément, c'est vous ponctuez vos phrases de rire, et on entend beaucoup le mot cœur. Dès le début, voilà, j'essaye d'être honnête dans ce que je fais et avec le plus de cœur possible. Je vis les choses avec un vrai coup de cœur. J'ai une envie folle de vivre les choses à cœur avec les autres. Tout me tient à cœur, et c'est vrai que ça vibre en vous, et que voilà, on sent que vous l'incarnez complètement. Et que du coup, ça vibre en nous. Voilà. Alors, au début, moi, j'étais passionné par les voyages. Je voulais absolument parcourir la planète. Ce que j'ai fait, je suis allé dans plein d'endroits différents, dans le désert, dans la jungle. J'ai beaucoup voyagé. Et puis aujourd'hui, c'est une aventure humaine que je rencontre et qui se fait, avec un petit enfant qui m'entraîne au-delà de moi-même. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qu'on n'avait pas prévu. C'est ça qui est intéressant. Donc faut lâcher prise et puis accepter de pas tout maîtriser. Maîtriser. Non, c'est pas un lapsus, attention. Pas tout maîtriser, non, c'est bien. C'est important, mais il faut avoir un peu de courage. Il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Ça nous bouscule émotionnellement aussi. Mais c'est avec ça qu'on s'enrichit, et c'est là qu'on va vers la vie. Ça va trop vite, donc il faut en profiter, il faut tenter des choses, mais il faut aussi se laisser traverser par des émotions et des aventures possibles. Merci beaucoup, Samuel Le Bihan. C'est la fin de cette émission. Déjà, c'est fini. C'est passé très vite avec vous. On se donne rendez-vous ce soir à 21h10 avec Alex Hugo. Ce soir, donc, sur France 3. Un petit mot de la fin, bref.
Bref. Très bref. Merci de m'avoir invité, d'avoir profité de ce moment pour parler ensemble. Et puis, Alex Hugo, c'est un moment de liberté, d'échappement où on retourne à des valeurs un peu essentielles qui sont la justice, la liberté et le retour vers soi et le sens qu'on donne à tout ça. Voilà, bref, c'est très bref. Merci Samuel Lebihan. On est ce soir bien évidemment sur France 3. Merci à nos chroniqueurs Hélène Kuttner, Yoël Banaï et Ruthia Roginor à la réalisation. Philippe Sinclair, rendez-vous demain à 15h avec mon invité Rosa Berstein, l'humoriste qui aura plein de choses à nous dire. Et puis à 21h ce soir, le Yiddish Show de Lise Gutmann et ses invités. À 22h, le Festival Oriental présenté par Avner Azoulay. À demain et belle journée à tous sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.